ici Dominique Bélanger et c'est vraiment un plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour notre émission Aînés, on vous écoute sur les ondes de CKRL 89.1. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Madame Marguerite Blais. Avec Madame Blais, nous allons discuter de la première politique nationale pour les personnes proches aidantes intitulée « Reconnaître et soutenir dans le respect des volontés et des capacités d'engagement ». Mais sans plus tarder, je vous présente ma co-animatrice, Madame Judith Gagnon. Madame Gagnon est présidente de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR Québec. Bonjour Judith. Bonjour Dominique. On a une belle émission qui vous fait plaisir cette semaine. Qui me ferait réellement plaisir parce que la ministre vienne à notre émission, je suis très contente et puis je vais la remercier. Mais pour nous, puis les auditrices et les auditeurs, c'est un cadeau qu'elle nous fait. Exactement, vous avez tout à fait raison, Judith. Donc, demeurez avec nous tout de suite après la pause. Judith s'entretient avec la ministre Blais. Bonjour Marguerite. Bonjour Judith. C'est un honneur de vous avoir à notre émission radio. Ben, c'est un privilège pour moi d'être là. Judith, je vous aime tellement, et puis je vais dire pourquoi. Vous faites tellement de bien autour de vous, ça fait tellement d'années que vous vous donnez entièrement pour faire en sorte que les droits des personnes qui vieillissent soient respectés. Puis, on s'est rencontrés, puis on s'est parlé beaucoup en dehors, je dirais, de tout ce qui est ministériel. Puis, vieillir, c'est pas une maladie, hein? On le dit souvent. Et puis, mon Dieu, qu'on fait de l'âgisme au Québec. On oublie que c'est pas parce qu'on vieillit qu'on a arrêté de travailler à tel endroit qu'à un moment donné, on est moins que rien dans la société. On continue de vivre, d'apporter, de transmettre des connaissances. Il y a toute la question de la culture. On apporte beaucoup d'un point de vue culture. Et en plus, moi, je sens un sentiment de plénitude plus je vieillis, comme si, à un moment donné, on laissait de côté tout ce qui était plus important pour se consacrer, pour focaliser sur ce qu'il y a de fondamental. Et ça, on se sent bien là-dedans. Oui, vous avez parfaitement raison. Puis, il n'y a pas d'âge pour être passionné puis pour vivre. Tu sais, on est tous sur notre ligne de vie, peu importe l'âge. Puis, moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait réaliser des choses que profondément on porte dans le cœur. Puis c'est ça que vous faites, Madame Blais. On va arriver à notre sujet parce on a parlé depuis longtemps des proches aidants. Beaucoup. De toute la question des proches aidants, l'aide qu'ils apportent à leur aider socialement, tout ça. On parlait de la place des proches aidants. Moi, ça fait longtemps, vous l'avez dit vous-même, que je suis ça. Mais on n'avait pas de loi, on n'avait pas de politique. On en parlait, par contre. Il y avait des regroupements, tout ça. Alors, vous avez été, à votre arrivée en politique, vous avez parlé de l'importance des proches aidants, puis vous avez fait vraiment quelque chose. Alors, j'aimerais ça vous donner la parole pour que vous me disiez pourquoi vous avez fait ça, puis après, on va aborder le projet de loi et la politique. Je vais vous raconter une histoire. J'étais présidente du Conseil de la famille et de l'enfance. On est en 2003. Et le premier avis qui avait déjà été amorcé par la présidente précédente, c'était « Vieillir et santé fragile, un choc pour les familles ». Et à l'intérieur de cet avis-là, on se questionnait sur les aidants naturels. C'est comme ça qu'on les appelait. Et l'avis se termine en disant qu'il y a comme une espèce de frontière entre ce que les proches aidants peuvent faire et ce que les professionnels de la santé doivent faire. Puis, c'est quoi la frontière à ne pas dépasser? On n'avait pas de réponse, mais
on se questionnait en 2003. Puis à un moment donné, j'ai entendu des personnes mentionner, hey, là, c'est pas naturel être un aidant, c'est surnaturel. Puis là, il est arrivé aussi Chloé Sainte-Marie, qui voulait soutenir absolument son Gilles Carle à la maison. Elle voulait que Gilles puisse recevoir tous les soins possibles et impossibles à la maison. Je suis allée en politique en 2007. J'étais ministre des Aînés, mais on ne parlait pas de ça, là, les proches aidants, là, très peu. Et finalement, j'ai fait reconnaître, le premier geste que j'ai fait, c'est faire reconnaître la première semaine de novembre comme étant la Semaine nationale des proches aidants. Puis là, à l'Assemblée nationale, ben, pour eux autres, il n'y avait pas trop de complications, il n'y avait pas trop non plus, tu sais, il n'y avait pas des sommes d'argent en jeu, puis c'était correct. Puis après ça, j'ai toqué à la porte de M. Chagnon. Et M. Chagnon, qui avait une fondation extraordinaire, mais là, sa fondation, c'était pour les enfants. Et là, M. Chagnon me dit, Marguerite, il dit, moi, je m'occupe des enfants, je ne m'occupe pas des proches aidants. Ben, j'ai dit, écoutez, votre femme est atteinte de maladie d'Alzheimer, vous êtes un proche aidant, puis il faudrait que les gens d'affaires commencent à s'intéresser aux personnes proches aidantes, sont à bout de souffle. Puis il a dit oui. Puis et avec sa famille, et non pas avec la fondation, la famille, M. Chagnon, ont investi 50 millions et le gouvernement 150 millions sur la taxe du tabac pour faire un fonds de 200 millions pour les personnes proches aidantes qui s'occupaient majoritairement et même à 75% d'une personne atteinte de maladie d'Alzheimer. Et on connaît l'appui. Ça a donné naissance aux appuis à travers le Québec. Donc, j'avais quand même un précédent. Et là, doucement, dans les budgets, j'avais un peu de sous pour les proches aidants. J'ai eu 6 millions pour les proches aidants. Puis, dans mes programmes Québec Amis des aînés, on favorisait aussi l'expression d'organismes qui déposaient des projets pour soutenir les proches aidants. Puis, je me suis retirée parce que je suis devenue une personne proche aidante de mon mari. J'ai su ce que c'était que d'être une personne proche aidante en détresse. Une personne qui devient à la fois préposée aux bénéficiaires, qui devient infirmière auxiliaire, qui devient pharmacienne, qui devient chauffeur, qui court à droite et à gauche, qui doit contacter les assurances pour les médicaments d'exception, etc., etc., etc. Puis j'ai réalisé que quand mon mari était hospitalisé, c'était tout le système hospitalo-centrique qui prenait en charge, entre guillemets, mon mari. Tu sais, on lui faisait les signes vitaux, on prenait ses signes vitaux, on lui donnait les médicaments, on s'occupait de lui, mais aussitôt qu'il sortait de l'hôpital, ben, il n'y en avait plus de signes vitaux, puis c'est moi qui devenais là, le système hospitalo-centrique. Et je comprends maintenant les proches aidants. Et en plus, j'étais indispensable. Je voulais que personne d'autre me remplace. C'était moi, là, moi, la proche aidante. Et je ne demandais pas de soutien parce que je n'avais pas demandé de soutien, j'étais capable. J'étais une superwoman. Et quand mon mari est décédé, j'ai réalisé que j'avais fait un burn-out, que j'avais été en hypervigilance. Et j'ai commencé à faire des conférences sur les personnes proches aidantes. Puis quand je faisais des conférences dans la salle, je voyais des yeux s'allumer et des yeux qui pleuraient parce que les gens se reconnaissaient dans ce que je disais. C'était on connectait les uns avec les autres. Et ça, c'était très fort. Alors, j'ai décidé d'écrire un livre sur la proche aidance. Ce faisant, en interviewant des gens qui étaient des proches aidants, mais aussi des organismes qui ignoraient même qu'ils étaient des organismes de proche aidance. Je donne un exemple. Pour moi, les petits frères, des bénévoles qui vont à domicile, c'est une forme de proche aidance, comme la mission Old Brewery pour les itinérants. Quand tu les accueilles et que là, tu te dis, toi, tu as besoin d'un logement, toi, tu as peut-être besoin de soins en santé mentale, ben, ça en est de la proche aidance d'une certaine façon. Peut-être un peu éloigné, mais c'est la proche aidance. Et à la fin du livre,
Là, je disais aux politiciens, vous êtes en année électorale, vous devez déposer une politique nationale pour reconnaître les personnes proches aidantes. Je disais les proches aidants. Et voilà qu'on m'approche. C'est François Legault. Je lui dis, Monsieur Legault, il faut absolument qu'il y ait une politique. Puis en plus, Chloé Sainte-Marie, là, c'est tellement beau son idée de faire des maisons Gilles Carle pour qu'il y ait plus de répit, des centres de jour pour les personnes aidées. Je voudrais faire de la gériatrie sociale. Puis là, j'étais là avec mes idées. Puis François Legault, il dit oui. J'ai dit oui. Il était acheteur. Il était Il dit acheteur. oui. Il était acheteur. Ben, j'ai dit, vous dites oui, là, mais si moi, je suis pas élu, vous devez vous engager personnellement en conférence de presse. Fait que quand je me suis présentée, il est venu, puis il s'est engagé personnellement. Alors, à ce moment-là, j'ai dit, si je suis pas élu dans ma circonscription, c'est pas grave, parce que la politique va voir le jour et il s'est engagé. J'ai été élu, puis on connaît la suite. J'ai été nommée ministre responsable des aînés et des proches aidants et nous avons déposé notre politique, mais je suis allée pas mal plus loin. Une journée, j'ai appelé M. Legault parce que les gens autour de moi, ils disaient « Hey, on n'a pas besoin d'une loi, on va avoir une politique et un plan d'action. » Ben, j'ai dit « Oui, je veux avoir une loi. » Puis là, c'était vraiment tiraillé un peu. Puis là, j'ai appelé François Legault, puis j'ai dit, Monsieur le Premier ministre, j'ai dit là, on veut pas vraiment qu'il y ait une loi. Mais il dit, pourquoi une loi? Explique-moi pourquoi, là, il faudrait avoir une loi. Ben, j'ai dit, parce que dans une loi, Monsieur le Premier ministre, on va enchasser une politique. On va venir enchasser un plan d'action. Ouais. On va enchasser certains éléments qui vont faire en sorte que nonobstant le gouvernement qui sera en place, ben, on aura toujours une politique pour les personnes proches aidantes et un plan d'action qui va évoluer dans le temps parce qu'on a une obligation légale maintenant de déposer un rapport à tous les 5 ans qui tient compte de la santé et du bien-être de la personne proche aidante. Et on est l'une des seules juridictions au monde à avoir une telle loi. Et là, ben, on a déposé la politique, puis prochainement le plan d'action. Puis, on est rendu à 94 lits par rapport aux maisons Gilles Carle. On est rendu à 8 maisons Gilles Carle bientôt. Une autre à Québec, à Sainte-Foy. Ça, ce sera notre véritable 8e parce que la première existait déjà. Et écoutez, j'ai rempli mon rêve. Ah, mais plus que ça. Mais Marguerite, vous avez plus que rempli votre rêve. Vous avez été à l'écoute du besoin des gens autour de vous, vos besoins, puis les besoins des personnes, puis vous avez réalisé quelque chose. C'est plus que les rêves. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est plus que vos rêves, là. Vous avez fait émerger des choses. Puis là, il y a une structure qui est montée. Puis vous l'avez dit vous-même, il y a une loi, c'est important, ça. Puis là, vous avez votre politique. C'est beaucoup, c'est tous des petits bouts qui tiennent la structure, puis qui fait que tout le temps, il va y avoir quelque chose de plus pour les prochains aidants. Moi, je Mais vous savez que chez les journalistes, je ne dirais pas trop fort, c'est pas un sujet très, très, très intéressant pour eux autres. Ah non, je sais. Je sais, mais pour nous, c'est intéressant. Mais eux autres, ils sont intéressés, mais peut-être à une moindre qualité que nous autres. Mais je voudrais qu'on parle de votre politique pour les proches aidants. Parce que j'ai lu ça, là, j'ai regardé surtout votre tableau synoptique, tout ça. On parle de reconnaissance et l'auto-reconnaissance des proches aidants, ainsi que la mobilisation des acteurs de la société québécoise. Hey, c'est pas rien, là. J'ai regardé ça. Ça se fera pas demain matin, par exemple, Marguerite. Ben, il y a une chose qui va se faire avec le temps, c'est que il y a une obligation dans la politique, là, de faire un plan d'intervention ou d'accompagnement. Vous savez, la personne qui est malade a toujours un dossier médical. Donc, la personne proche aidante va avoir un dossier qui ne sera pas un dossier médical, qui va être un dossier de personne proche aidante.
Et tout le système de santé va devoir tenir compte du dossier de la personne proche aidante. Ça veut dire beaucoup, ça. Ça veut dire que si elle est épuisée puis qu'elle n'est plus capable de continuer à jouer son rôle de personne proche aidante, on va devoir apporter le soutien nécessaire. Et en plus, si elle devient malade, on va devoir la soigner au même titre qu'on soigne la personne qui est aidée. Et ça, c'est fondamental par rapport à ce qui se passait avant. Et non seulement ça, quand on prend des décisions par rapport à la personne aidée, ben on va devoir dire à la personne proche aidante c'est quoi les décisions qu'on prend. Il va falloir qu'on forme qu'on développe un véritable partenariat, une véritable dyade entre la personne aidée et la personne proche aidante. Et c'est un avancé que je considère qui est majeur, de tenir compte de la personne proche aidante dans le plan d'intervention de la personne qui est aidée. Et pour faire le plan d'accompagnement, ben, ce sont en général les travailleurs sociaux là, qui vont à domicile et qui viennent faire un premier diagnostic par rapport à qu'est-ce qui se passe avec la personne aidée. Et ça va se faire à tous les niveaux, pas seulement les proches aidants de personnes aînées, là. Tu peux être une jeune maman, ça aussi, là. Quand on parle d'auto-reconnaissance, il y en a qui disent, je suis le mari, je suis la femme, je suis pas une personne proche aidante. Je suis la maman d'un enfant en situation de handicap, je suis pas une personne proche aidante. Ben oui, tu es une maman, mais tu es aussi une personne proche aidante parce que ça demande des soins presque 24 heures sur 24. Et puis, il faut absolument qu'on puisse l'accompagner. Et ça va enlever peut-être beaucoup de stress aussi aux personnes qui vieillissent et qui ont des enfants en situation de handicap. Je vous donne un exemple, Judith. Vous savez, les personnes trisomiques qui décédaient à 21 ans, 23 ans, aujourd'hui, ça vit beaucoup plus longtemps. Puis là, tu as les parents qui vieillissent et qui se posent comme question, qu'est-ce qui va arriver à mon enfant quand je serai plus capable de m'en occuper? J'ose croire que c'est toute la lunette par rapport à ça qui va changer, qu'on va comprendre que ces gens-là ont des besoins au même titre que les autres. Puis, tu sais, on ignore aussi qu'il y a des enfants qui vont à l'école, qui s'occupent de leurs parents et qui sont des personnes proches aidantes, et bien souvent qui sèchent des cours pour s'occuper de leurs parents. Tu sais, et puis, on reconnaît la précarité financière de la personne proche aidante. On reconnaît aussi qu'après la mort, le deuil fait partie aussi du soutien à apporter à la personne proche aidante. Oh, c'est merveilleux. Tu sais, c'est la post-aidance, la proche aidance puis la post-aidance. Après aussi, on a besoin d'être soutenu. Tu sais, on pense que du jour au lendemain, c'est fini, là. Il n'y a plus personne qui t'appelle. Ton mari est décédé, puis tu passes à autre chose. Ben non, c'est pas fini. Non, non, non. Ça, t'as raison. Moi, je trouve ça fantastique parce que ça suit toute la ligne de vie et puis l'évolution de tout ça. Mais écoute, je voulais un petit peu te parler au niveau des conditions de travail des proches aidants. Tu t'en souviens, avant, c'était très peu reconnu. Les gens, des fois, ils abandonnaient leur emploi. Les employeurs faisaient pas trop attention, puis ils donnaient pas trop de congés. Mais là, je vois qu'il y a quand même de l'ouverture, là, avec la loi sur les normes, avec différentes affaires. Oui, pas seulement ça. Dans notre loi, ça vient dire aussi que selon l'identité de chacun des ministères, selon, je dirais, leur mission plus qu'identité, leur mission respective, à toutes les fois qu'ils vont déposer de nouvelles lois, des lois qui peuvent toucher les personnes proches aidantes, les ministères vont devoir en tenir compte. On ne pourra plus faire fi des personnes proches aidantes dans les lois qu'on va déposer. Donc, c'est pas seulement à l'intérieur du ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est sûr qu'au niveau des normes du travail, quand il va y avoir des lois, on va devoir tenir compte de ça. Au niveau du transport. Donc, il y a beaucoup de ministères, là. C'est pas seulement le ministère de la Santé, il y a aussi c'est une politique horizontale.
Oui, il y a 13 ministères et organismes qui sont concernés par cette loi et par cette politique-là en particulier, là. Et quand on a fait notre politique, on s'est basé sur les questions que des personnes proches aidantes nous ont dictées. Fait que quand on a fait nos sondages, c'était les questions des personnes proches aidantes elles-mêmes qu'on posait. Au lieu que ce soit les fonctionnaires qui décident des questions, on a formé un comité de personnes proches aidantes. Alors, ça a certainement une saveur différente, une saveur particulière. Puis, on a gardé la définition large de la proche aidance. Pourquoi? Parce qu'on voulait que ça ratisse plus large, qu'être beaucoup plus restreint. Mais on a laissé aussi aux différents ministères de restreindre la définition en lien avec leur mission. On ne pouvait pas imposer au ministère notre définition à nous qui était extrêmement large, mais en même temps, ça va toucher la fiscalité, ça va toucher aussi le milieu du travail. On va développer beaucoup plus d'incitatifs envers les employeurs pour qu'ils puissent aussi s'ajuster à leurs personnes proches aidantes. Puis on a vu ce que ça a fait pendant la première vague de la COVID-19, quand on a pris la décision crève-cœur d'exclure les personnes proches aidantes des CHSLD, comment ce fut un échec, une ratée, là, parce que les résidents s'ennuyaient de leurs proches, puis les proches étaient en détresse psychologique. Alors, on a dit plus jamais. Et quand ça a été le temps de la vaccination, on a permis aux 70 ans et plus, parce qu'on voulait aussi être respectueux par rapport à l'arrivée des vaccins qui étaient, souvenons-nous, très rares au début. Oui, mais on a vacciné en CHSLD le proche aidant significatif, là. Puis, quand on a pris la décision de vacciner les personnes qui ont des maladies chroniques, puis en situation de handicap, on a dit aussi avec le proche aidant. Donc, le terme proche aidant, personne proche aidante, est en train de s'infiltrer à l'intérieur même du ministère de la Santé et des Services sociaux par rapport aux programmes qu'ils vont mettre en place, par rapport à leur plan d'action, par rapport à leur façon de penser quand ça va être le temps de politique ou de tout ce qu'ils vont faire. Puis c'est la même chose aussi dans le public, là. Fait qu'on on est rendu qu'il y a une grande sensibilité. L'autre jour, j'ai été estomaquée. Je vois une publicité dans un journal, c'est Petro-Canada, qui a une fondation pour les personnes proches aidantes. Ah, mais ils sont bons. Mais ce que je veux dire, ça commence. Ils ont pris ça à quelque part, mais c'est merveilleux. Ça commence, les proches aidants commencent. Oui. Même les grandes entreprises comme Petro-Canada qui met sur pied une fondation pour les proches aidants, là, moi, j'applaudis à ça, là. Ah, ben oui, hein, c'est ça. Ça veut dire que c'est un succès, là. Ça s'infiltre. Ça veut dire que c'est en train de s'infiltrer, là. Oui. Ça, c'est une bonne chose. Moi, je trouve que, savez-vous qu'est-ce que je trouve, Marguerite, que vous faites? Puis, je vous le dis du fond du cœur aussi, là, je tiens pas juste mes questions, c'est vous redonner de l'humanité aux règlements, aux lois, ça. Vous faites de la place pour les personnes. Ça, c'est tellement important. Puis vous le faites à votre manière, comme une artiste aussi. Puis vous dessinez. Puis, mais non, mais c'est beau. C'est vraiment beau parce que c'est pas juste des cases ou quoi que ce soit. Vous redonnez une place pour l'humanité. Puis on le voit avec la pandémie. J'ai hâte de voir la post-pandémie. Puis j'espère qu'on va continuer à donner une place aux personnes. Puis vous le faites bien. Merci beaucoup, Marguerite. Soyez avec nous pour la suite de l'entrevue la semaine prochaine.
Je vous rappelle nos coordonnées si vous voulez avoir plus de renseignements sur les services qui sont offerts à la QDR Québec. Vous composez le 88 524 0437 poste 0. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site Internet. Vous avez notre calendrier d'activités. Donc, aqdr-québec.org. Nous avons aussi une chaîne YouTube. Donc, sur notre site, vous avez le lien pour vous rendre sur notre chaîne YouTube. Sinon, sur YouTube, vous cherchez AQDR Québec. Judith, pour nous, cette semaine, c'est déjà la fin. Pour les auditeurs de CKRL, demeurez là. Midi Jazz prend l'antenne dans quelques instants. Judith, comme à chaque semaine, je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, avec le plaisir qu'on vient d'avoir à notre émission avec la ministre Blais, je pense qu'on est sur une bonne note. Je voudrais vous dire aussi, ça l'avance. Socialement, il y a des grandes avancées pour les personnes aînées. On les voit moins parce qu'on est dans une tragédie, une grosse pandémie, mais il y a des pas de géants qui se font. Je vous le dis là, on marque, on trace, il y a des traces dans l'histoire des personnes aînées. Merci beaucoup, Judith, pour ces bons mots. Merci d'avoir été là. Soyez-y la semaine prochaine pour la suite de l'entrevue avec la ministre Blais et on reçoit Emmanuelle Laliberté, directrice générale de l'appui Capitale Nationale également. Merci d'avoir été là.